notre invité politique ce matin, c'est Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député du Nord, porte-parole du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour Ariane. Qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On commence par la loi séparatisme, votée hier à l'Assemblée nationale, adoptée, j'allais dire, à l'Assemblée nationale. Vous et les députés du Rassemblement national, vous vous êtes abstenus sur ce texte. Pourquoi ? Oui, nous nous sommes abstenus pour deux raisons. D'abord, c'est un texte qui manque ses objectifs, son objectif. Si l'objectif, c'est bien de lutter contre l'islam radical, contre l'islamisme, alors il faut le dire, et il faut s'en donner les moyens. Ce texte, il est très en dessous des espoirs qu'on aurait pu avoir légitimement si on estime que la menace est forte dans notre pays, et elle est forte dans le pays. Donc par conséquent, ce texte qui ne parle pas d'immigration, qui ne dit pas réellement qu'il lutte contre l'islamisme, qui fait l'économie des moyens et des mesures fortes qu'on serait en droit d'attendre, il manque son objectif. Et puis, de l'autre côté, nous n'allions pas voter contre, nous ne sommes d'ailleurs pas une opposition systématique, nous ce qui nous intéresse c'est comment on protège les Français. Il y a quelques mesures de police administrative, quelques mesurettes qu'on a votées, quelques articles qu'on a votés. Donc par conséquent, à partir du moment où on s'est dit qu'il y avait quelques mesurettes qui allaient dans le bon sens, ça ne servait à rien de faire de l'opposition systématique. Ce n'est pas le texte qui résout le problème, loin de là. Et qui est-ce en parlant d'opposition systématique? Vous visez la droite? Vous savez, oui, mais... Qui ont voté contre. Non, mais pas seulement, il y a d'autres, la France Insoumise a voté contre aussi, mais simplement, je crois que les Républicains, ils ont voulu, dans cette histoire-là, se donner bonne conscience. Lorsqu'ils ont été aux responsabilités, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas été à la hauteur sur les sujets de sécurité. Ça a été d'ailleurs probablement et largement une déception dans l'électorat de Nicolas Sarkozy qui a amené François Hollande à être élu. Donc aujourd'hui, ils essayent d'être les messieurs plus, faut toujours en faire plus. Le problème des Républicains, si vous voulez, c'est que lorsqu'ils sont en hémicycle, ils bombent le torse et demandent des mesures très dures. Et puis dans la réalité, c'est autre chose. Moi, je suis élu de la région des Hauts-de-France. Xavier Bertrand fait des discours sur vos plateaux et dans la réalité, subventionne des structures qui ont un lien avec l'islam radical. Donc si vous voulez, tant qu'il y aura cette espèce d'hypocrisie, eh bien effectivement, vous aurez des gens qui parleront très fort et qui n'agiront pas. Nous, on préfère être des gens constructifs et puis agir avec des mesures. C'était le contre-projet qu'on a présenté avec Marine Le Pen, avec des mesures qui nous semblent cohérentes, qui nous semblent exigeantes, mais qui vont bien dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire interdire, lutter contre l'islamisme dans le pays. Mais sauf que rien de ce qui était dans votre contre-projet n'a été retenu. Non, rien n'a été retenu, vous avez raison, c'est vrai que le gouvernement a été très sectaire. Nous avons voté un certain nombre de dispositions quand on estimait qu'elles allaient dans le bon sens, même si elles étaient toutes petites, même si elles étaient parfois... mesurettes dont vous parliez voilà, tout à l'heure. Mais nous les votons parce qu'on se dit pourquoi en faire l'économie. Mais c'est vrai que de l'autre côté, le gouvernement n'a rien retenu de ce que nous lui avons proposé. Moi, je regrette toujours ces positionnements politiques. Vous savez, on l'a déjà vécu avec la fermeture des frontières. Pendant un an, on a demandé à ce que les frontières soient fermées dans notre pays pour lutter contre la pandémie. Le gouvernement, par idéologie, a refusé. Et puis finalement, ils y sont venus. Les mesures que nous proposons pour lutter et pour interdire l'islamisme dans notre pays, nous y viendrons. Et le texte peut être encore transformé au Sénat. Comment est-ce que vous pensez qu'il peut évoluer ? Le texte, moi j'aimerais qu'il évolue en s'inspirant de ce que nous avons proposé. Évidemment, c'est possible ou c'est une illusion, il ne faut pas rêver. Le gouvernement a décidé de maintenir son texte à lui, de ne prendre aucun amendement, ou très très peu, je crois qu'il y en a eu un ou deux, qui ont pu être retenus de la part des oppositions. Pardon, Sébastien Chenu, mais c'est la droite qui est majoritaire au Sénat. La droite qui dit qu'il manque un volet immigration dans ce texte, la droite qui dit que ce texte est trop mou. Est-ce que vous dites que le texte qui va sortir du Sénat, ce sera un texte qui pourrait vous convenir ou pas? Mais il reviendra à l'Assemblée nationale. Alors on verra bien ce que la droite fait, mais comme je vous l'ai dit, la droite dans cette histoire-là, entre hypocrisie et volonté de se donner bonne conscience, elle fait une sorte de cinéma permanent. Tout ça n'est pas très utile et n'est pas très sérieux en réalité. Nous, on a considéré, et on considère toujours, que nous avons devant nous une menace qui est excessivement importante, qui est téléguidée depuis l'étranger. Eh bien, il faut se donner les moyens. Le problème, c'est que ce texte, il a une portée tellement générale qu'il en vient à limiter d'ailleurs des libertés pour un certain nombre de Français qui n'ont absolument aucun lien avec l'islamisme. On pense à l'instruction en famille. Alors certes, le ministre Blanquer a décalé tout ça, mais on voit bien que la limitation de l'instruction en famille, il a fait voter un amendement disant que la fin de l'instruction en famille sera décalée à 2024. Donc, si vous voulez... Oui, mais il y a eu un compromis, par exemple, sur cet article 21 sur l'instruction en famille. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas interdit, comme il était un temps envisagé, mais qu'il soit soumis maintenant à autorisation, c'est
un article qui vous convient du coup? Écoutez, en réalité, cet article-là, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'on sait que le principal problème ne vient pas de l'instruction en famille. L'islamisme dans notre pays, c'est pas uniquement et c'est surtout pas finalement dans l'instruction en famille qu'il est le plus problématique. Il y a beaucoup de Français qui placent leurs enfants, enfin qui instruisent leurs enfants en famille pour des raisons médicales qu'on contrôle très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va limiter les libertés des Français qui ont ces problématiques-là au nom d'une lutte qui ne dit pas son nom. Disons les choses. Nous, on a voulu définir ce qu'était l'islamisme. C'est une idéologie. Et d'ailleurs, en définissant cette idéologie, on évite tous les amalgames avec la religion islam. Alors, en définissant l'islamisme, on sait la combattre, on sait empêcher son financement et pas simplement contrôler son financement. Dans le projet de loi qui nous est soumis, on est dans du contrôle de financement. Nous le votons, bien sûr qu'il faut contrôler, mais il faut aller beaucoup plus loin. Interdire le financement par des puissances étrangères. Enfin, vous voyez, tout ça est très timide. Et je dirais que finalement, ce texte, il taquine l'islamisme. Ça tourne autour, on vient un peu lui mordre les mollets, mais finalement, on ne prend pas cet ennemi de notre pays, de la République, cet ennemi de la France de face. Et par conséquent, moi, ce que je crains, évidemment, c'est qu'on revienne à un moment ou à un autre devant le Parlement dans les années qui viennent pour se doter d'une législation qui soit adaptée à la lutte contre l'islamisme dans notre pays, une législation qui soit vraiment forte et qui vise à interdire cette idéologie, car le but, c'est de l'interdire. On peut interdire des idéologies. Dans notre pays. Nous le faisons déjà, et tant mieux. Vous ne pouvez pas vous revendiquer d'une idéologie nazie, tant mieux, bravo, il faut le faire. Eh bien, faisons la même chose pour l'islamisme. Vous ne pouvez pas vous revendiquer d'être islamiste en France, parce que la France, c'est l'égalité homme-femme, parce que la France, c'est la laïcité. Enfin voilà, tout ce qui fait sécession avec ces principes-là doit être combattu. Il en va quand même de l'équilibre de notre pays. Ce ne sont pas des mots. Hein. Ce qui se passe dans notre pays, on le voit à Trappes, mais on peut le voir dans d'autres coins de France. Moi, je suis élu du Nord, à Roubaix ou dans d'autres secteurs, à Maubeuge, etc. On a des difficultés qui sont excessivement fortes et on a des pouvoirs publics qui ou sont démunis ou hypocritement, comme je l'ai dit avec ce qu'a fait Xavier Bertrand, ferment les yeux pour des considérations électoralistes. On va parler de la crise sanitaire, Sébastien Chenu. Le confinement, en fait, c'est quand toutes les autres solutions n'ont pas fonctionné. Ça avait été dit par Marine Le Pen un temps, par vous également. Est-ce qu'Emmanuel Macron a bien fait de ne pas reconfiner une troisième fois? Oui, il a bien fait. Je crois que... Vous le soutenez sur ce point? Oui, bien sûr, puisque nous avions demandé, souhaité qu'il n'y ait pas d'autres confinements, de troisième confinement. Nous, ce que nous pensons, c'est que, si vous voulez, la solution, ça ne peut pas être couvre-feu à 18h, ou confinement ou couvre-feu à 18h. Il faut à un moment sortir de cela. C'est quoi la solution pour vous? D'abord, c'est d'avoir des politiques qui anticipent un peu. On a parlé depuis longtemps du contrôle des eaux usées. Je vois que ça se met petit à petit en place. J'en suis satisfait, mais ça fait longtemps aussi que tout ça aurait pu être décidé. On avait parlé du contrôle des frontières. Il faut continuer les campagnes de tests massives. La vaccination, on voit bien que, là encore, ça n'a pas été... allez, je ne vais pas employer le mot fiasco, parce que je ne veux pas être désobligeant un matin, mais enfin quand même, quand on ouvre des centres de vaccination partout dans le pays, qu'on mobilise les élus, qui se mobilisent d'ailleurs eux-mêmes. Moi, je le vois dans ma circonscription. Je serai cet après-midi dans une commune à Aveluy pour regarder un petit peu comment ça se passe. Les vaccins n'arrivent pas. Donc, les gens prennent des rendez-vous, on attend le vaccin, tout ça ne fonctionne pas bien, c'est pas fluide, on le voit bien. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça n'a pas été bien préparé. S'il y a un mot qu'on puisse retenir de cette pandémie, c'est anticipation. Est-ce que le gouvernement prend toute la responsabilité dans cette affaire? Vous savez très bien que les commandes de vaccins, elles sont prises par l'Union européenne. Est-ce que c'est la faute du gouvernement si on n'a pas les doses nécessaires? Alors, vous avez raison, le gouvernement ne porte pas toute la responsabilité en cela. Vous avez raison de souligner que l'Union européenne a été particulièrement inefficace, mais le gouvernement s'est mis dans la main de l'Union européenne. Tous les gouvernements n'ont pas fait le même choix. Certains ont négocié eux-mêmes l'obtention de vaccins. Ils en ont eu en nombre, ils en ont eu en temps et en heure. Ce n'a pas été le cas de la France. Et puis, ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir que l'Union européenne fait prospérer son projet de dossier médical, en tous les cas de passeport médical, de passeport vaccinal, excusez-moi, de passeport vaccinal. Je le vois à travers les prises de position d'Ursula von der Leyen. Et ça, je trouve ça très inquiétant. Non seulement l'Union européenne n'a pas été au rendez-vous de l'efficacité, mais maintenant on fait prospérer un passeport vaccinal que je trouve bien contraire à notre philosophie de non-discrimination par rapport à l'état médical des gens, mais aussi complètement à côté de la réalité, puisque je vous le rappelle que pour qu'il y ait un passeport vaccinal qui puisse fonctionner, il faudrait que tout le monde
puissent avoir accès au vaccin. Alors c'est ce que dit l'Union européenne, ce que la n'est donc question pas ne le se cas. pose pas actuellement, qu'on y réfléchira à partir du moment où tout le monde aura accès au vaccin. Même à ce moment-là, vous y serez opposé. Mais d'ailleurs, lorsque tout le monde aura accès au vaccin, en réalité, ça voudra dire qu'on aura plus ou moins vacciné 60-70% d'une population et donc que ce passeport vaccinal n'aura plus beaucoup d'utilité. Moi, ce que je crois, c'est que demain, il faut quand même lever la cloche. Il faut redonner de l'oxygène et une ligne d'horizon aux Français. Enfin, on voit bien l'État... C'est-à-dire supprimer toutes les mesures et couvre-feu, non, je ne dis pas supprimer toutes les mesures. C'est-à-dire d'abord avoir des mesures qui soient adaptées au territoire. On ne fait pas la même chose, je regardais aujourd'hui les chiffres, on ne fait pas la même chose dans les Alpes-Maritimes qu'en Bretagne, évidemment. Donc par conséquent, il faut voir... Ou que dans le Nord, vous avez raison. Dans le Pas-de-Calais en particulier, avec un variant britannique qui, et on comprend pourquoi, la proximité avec la Grande-Bretagne, un variant britannique peut être source d'inquiétude en ce qui concerne la multiplication des cas. Donc on ne fait pas la même chose dans des départements selon les cas de figure. Et puis surtout, on donne de l'oxygène aux professionnels avec les gestes barrières, avec des mesures adaptées. Juste, est-ce que dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, il faut prendre des mesures plus restrictives? Est-ce qu'il faut reconfiner, par exemple? Non, il ne s'agit pas de reconfiner. Moi, je ne crois pas que... Je vous ai expliqué qu'il y avait toute une batterie de possibilités avant qu'on en arrive à du reconfinement. Je crois qu'il faut... Pas plus de mesures. Ben si, en tous les cas, les campagnes de tests massifs. Moi, j'ai demandé, par exemple, voyez-vous, à la région que les campagnes de tests soient faites. Ça a été fait dans d'autres régions, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, soient faites massivement sur les lycéens. On voit bien que le variant britannique se répand plus vite. Il se répand plus vite dans les jeunes populations. Ça ne veut pas dire qu'il est plus grave. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il est plus grave, mais en tous les cas, il contamine plus vite. Moi, j'ai demandé que la région qui a la responsabilité des lycées engage des grandes campagnes de tests et de dépistage dans les lycées. C'est aussi comme ça qu'on limite les choses. Ce que vous souhaitez, c'est des mesures localisées ou régionalisées. Bien sûr, absolument. Des mesures nationales. Absolument. Et puis, il va falloir aussi un moment, quand même, que ceux qui nous gouvernent comprennent que les commerçants, qu'un certain nombre de commerçants sont dans des difficultés tellement immenses que les mesures aujourd'hui que nous connaissons ne sont ou pas adaptées ou doivent être repensées. Tant le soutien est très fort. Enfin, oui, mais je vous donne un exemple. J'étais dans quelques communes, là encore, du Nord ou de ma circonscription ces derniers jours, et les commerçants nous expliquent que les aides, le fonds de solidarité en particulier, nous sommes presque fin février, ne sont pas arrivés en décembre, pas arrivés en janvier. Parfois, il y a des problèmes administratifs, parfois c'est très lent, les cas de figure sont toujours complexes, mais en attendant, les commerçants qui ont besoin de ces aides ne les ont pas. La mobilisation du monde de l'assurance. Je crois être déjà venu sur votre plateau, en fait, une fois, en appelant à la mobilisation du monde de l'assurance. Je vois des restaurateurs qui voient leur prime d'assurance augmenter de 40%. C'est la société, je vais leur faire cette publicité, Alliance, qui augmente ses primes de 40% sur un certain nombre de restaurateurs. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que les assurances, le seul engagement du monde de l'assurance, c'est de ne pas augmenter des primes, alors qu'en réalité, ils le font d'ailleurs? Est-ce qu'en fait, la mobilisation du monde de l'assurance peut se résumer à cela? Je crois qu'il faut être beaucoup plus exigeant. Un mot juste pour finir sur cette crise sanitaire, puisque vous parliez des frontières tout à l'heure. Est-ce que vous vous demandez la fermeture des frontières avec la Belgique pour protéger votre département du Nord? Moi, je demande un contrôle des frontières. C'est-à-dire qu'effectivement, on puisse, mais c'est déjà le cas avec la Belgique. Quand vous passez en Belgique, vous êtes contrôlé. Pas systématiquement. Il n'y a rien de systématique. Mais moi, je demande qu'il y ait un contrôle. Non, mais je demande qu'il y ait un contrôle des frontières. Bien sûr, un contrôle et une maîtrise des frontières. Et pas seulement avec la Belgique. Pas seulement avec la Belgique. On va passer au reste de l'actualité. Un mot sur ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie, où un nouveau gouvernement a été élu. Ce sont les indépendantistes qui ont pris la tête de ce gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, deux choses, j'allais dire. Bon, puisque les Calédoniens ont souhaité que ce soit les indépendantistes qui prennent la relève dans ce gouvernement, c'est la démocratie qui s'exprime. J'entends ce message. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de la Nouvelle-Calédonie, et probablement la Nouvelle-Calédonie est une entité française qui a besoin de sa métropole. Donc ne laissons pas se distendre la relation entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole et Paris. Il faut évidemment nouer un dialogue permanent avec les élus calédoniens. Si ce sont des indépendantistes, il faudra travailler, en tous les cas, faire comprendre aux Calédoniens que nous avons besoin d'eux, qu'ils ont besoin de nous. Notre histoire, elle est commune, elle est ancienne et elle n'est pas faite pour s'atteindre.
On va parler de cet amendement surprise. Oui, le gouvernement envisage la possibilité d'un vote anticipé par le biais des machines à voter pour la présidentielle de 2022. Alors vous avez des sénateurs de l'Ouest qui sont montés au créneau, je pense notamment à Bruno Retailleau ou Philippe Bas, qui parlent de tripatouillage électoral. Quelle est votre position par rapport à cette proposition ? Enfin, c'est quand même hallucinant. À la moindre possibilité, à la moindre ouverture, ce gouvernement rentre dans une espèce de faille pour essayer de bidouiller une élection présidentielle à venir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une bidouille aussi. Ah bah oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et d'ailleurs, pourtant, il y avait eu des voix qui demandaient, par exemple, à ce qu'on puisse procéder au vote par correspondance. Non, nous y sommes très opposés. Nous y sommes très opposés. Pour les régionales. Pour les régionales, nous y sommes très opposés parce que ça ne garantit pas, évidemment, la sincérité du scrutin. Les pressions peuvent être nombreuses. Je note d'ailleurs que Mme Schiappa elle-même... Sur le vote par correspondance, mais le vote anticipé. L'aspect technique, de toute façon, de tout ça n'est pas satisfaisant. Un vote anticipé... Là, vous parlez des machines à voter. Bien sûr. Un vote anticipé est tellement étranger à la tradition française que Mme Schiappa elle-même avait dit il faut se prémunir, se garder de tous ces progrès, entre guillemets, techniques qui viendraient pervertir la démocratie et l'enjeu du scrutin. Moi, je crois que ce gouvernement, au lieu d'être obsédé par l'idée de tripatouiller les élections, devrait proposer aux Français l'une des mesures qu'Emmanuel Macron avait fait sienne dans son programme, qui est la proportionnelle, qui est demandée par quasiment l'intégralité des partis politiques français. La personne ne crierait au tripatouillage. Non, parce qu'en fait, la proportionnelle, ça permet de mieux représenter l'ensemble des sensibilités politiques. Vous avouerez que trouver un texte qui donne satisfaction à la fois aux insoumis, aux écolos, à un certain nombre de socialistes, aux communistes, au MoDem, au Rassemblement national, à certains élus des Républicains, à l'UDI et évidemment à la majorité En Marche, il y a peu de textes qui font cette unanimité. Et pourtant, le gouvernement est en train de caler. Eh bien, nous l'appelons à tenir ses engagements, à faire vivre la démocratie. Le fait d'avoir une Assemblée nationale, sincèrement, avec 6 députés Rassemblement national, alors qu'on sait le poids que nous pesons, que tous les sondages donnent Marine Le Pen au second tour et peut-être même tutoyant la victoire, ceci n'est pas raisonnable dans une démocratie qui se veut mature. Presque tous les pays européens, je crois, de mémoire, utilisent la proportionnelle sous des formes très différentes. Nous l'utilisons pour les régionales, nous l'utilisons pour les municipales. Donc c'est un scrutin que nous savons utiliser, qui fait foi dans le pays. Arrêtons ces histoires, ces bidouillages techniques, allons vers des choses qui anoblissent le combat politique. Un mot sur un texte qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée, c'est le texte qui vise à modifier la Constitution pour garantir la préservation de l'environnement. Est-ce que vous y êtes favorable à cette modification de la Constitution ? Mais c'est déjà dans les textes. En fait, donc pas besoin d'un nouveau texte. Non, mais là encore, qu'est-ce que c'est que cette perte de temps ? C'est dans le bloc constitutionnel, on le sait très bien. Donc je vois pas bien ce que ça apporte. Moi, j'aimerais qu'on ait une écologie qui soit tournée vers le localisme. Et pour ça, ça veut dire changer de paradigme. Vous voterez contre ce texte ? Bon, on ne votera pas, mais là aussi, c'est bien sympathique. Enfin, il n'y a pas de raison de voter contre, en réalité, sur le fond. Il n'y a pas de raison de voter contre. Mais qu'est-ce que ça apporte ? Changeons. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on voterait contre. Je regarderai le texte, comment il est fait, je regarderai les débats, mais ça ne change strictement rien. Ce qui changerait, ce serait de rompre avec les traités de libre-échange, ce serait de produire là, au plus proche de là où on consomme. Ça changerait les choses. Donc là, pour vous, on s'achemine vers un référendum inutile. Il ne servirait à rien, ce référendum. Mais nous l'avons déjà dit. Le président de la République essaye d'utiliser la noble thématique de l'environnement d'une façon totalement incohérente par rapport aux résultats qu'on est en droit d'attendre. Et là encore, par rapport aux exigences qui sont hautes et importantes des Français dans ces domaines-là. Moi, je crois qu'il faut arrêter avec les gadgets. Changeons de paradigme. Produisons à côté de là où nous consommons. C'est le localisme. C'est la ligne que nous proposons. Marine Le Pen est une ennemie de la République. C'est ce qu'a dit Christophe Castaner ce week-end dans Le Parisien. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, M. Castaner est en contradiction avec M. Darmanin. Ce ne sera pas probablement la première fois querelle de ministre de l'Intérieur. Tout ça est ridicule. Et je crois que la politique de l'insulte, M. Castaner a l'insulte aux lèvres, comme M. Dupond-Moretti, non seulement ne les grandit pas, montre qu'ils sont vraiment fébriles, le moins qu'on puisse dire, et puis surtout si leur seul combat,
c'est lutter contre le Rassemblement national, il se trompe d'objectif. Nous travaillons, nous faisons des propositions pour protéger les Français, leur identité, leur économie, leur sécurité. Moi, j'attendrai de gens qui sont aux responsabilités de nous dire là où ils veulent emmener le pays, pas d'insulter leurs adversaires. Est-ce qu'il imagine une seule seconde que son propos va faire changer un électeur du Rassemblement national et va empêcher quelqu'un d'être attentif au discours parfaitement républicain de Marine Le Pen? Je note que Marine Le Pen, à part dans la bouche de Christophe Castaner, n'est pas décrite dans les oppositions comme quelqu'un d'anti-républicain. Hier encore, Adrien Quatennens, sur une chaîne autre que la vôtre, expliquait que l'ensemble des personnes qui étaient élues à l'Assemblée nationale étaient parfaitement républicains. Un mot des régionales pour terminer, Stéphane? Oui, vous serez tête de liste du Rassemblement national au régional dans les Hauts-de-France. Quelle est votre stratégie? Comment est-ce que vous pensez que vous pourrez battre le président sortant, Xavier Bertrand? D'abord, moi, ce que je souhaite, c'est être un président à 100%. Vous savez, quand j'écoute le président actuel, Xavier Bertrand, Xavier Bertrand, il vous dit « élisez-moi et je m'en vais tout de suite aux élections présidentielles ». C'est amusant parce que c'était le reproche qu'il avait fait à Marine Le Pen la dernière fois. Et ce côté un peu utiliser la région. Donc c'est le reproche que vous faites ce coup-ci. Bien sûr, parce que alors, pour le coup, ça démontre une telle insincérité. C'est un peu vraiment des arguments de vieux politicards qu'utilisait Xavier Bertrand quand il disait ça, puisqu'il fait exactement la même chose. Donc franchement, c'est pas très sincère. Moi, je souhaite être d'abord un président à 100%. Je souhaite être un président, effectivement, qui mène une autre politique. Les régions, elles vont devoir être aux avant-gardes des politiques nouvelles qui vont, à mon avis, devoir se déployer pour l'après-Covid. Si on reprend les mêmes types de politiques, c'est-à-dire, par exemple, investir de l'argent public sans avoir de retour en termes d'emploi, investir de l'argent public à des associations, je le disais tout à l'heure, qui ont des complicités avec l'islamisme, si on continue de cette façon-là, alors la Covid n'aura rien changé. Moi, je souhaite et j'assume une rupture, celle de protéger notre région, celle de flécher ses financements non seulement en dehors de la métropole de Lille, mais dans la ruralité, dans notre région. Et la fusion a été terrible parce qu'en fait, c'est Lille qui aspire tout. Eh bien, moi, je souhaite qu'on rééquilibre tout ça dans la région. Donc, vous voyez, protéger, rééquilibrer, lutter contre l'islamisme également au niveau régional et présider réellement la région. Il y a déjà des vraies différences. J'ai cru comprendre que... Il reste 30 secondes, Stéphane. Non, c'était juste, vous lancez dans une campagne de proximité, vous allez faire le tour de la région en bus, mais c'était pas une méthode qu'avait appliquée Xavier Bertrand la dernière fois? Lui, il n'avait pas fait campagne en camping-car Ah, en camping-car, j'ai mis la barre un peu plus haut puisque j'ai un vrai bus. Peut-être que je me trompe, mais... Merci beaucoup. Merci Sébastien Chenu d'être venu nous voir. Merci.